Troisième partie, pour concrétiser toutes ces idées. Chapitre 10. Les relations. Toutes mes relations sont harmonieuses. On pourrait croire que notre vie entière se compose de relations. Nous sommes en relation avec tout. Maintenant même, vous êtes entré en relation avec ce livre, avec mes concepts et avec moi. Vos relations avec les objets, la nourriture, le temps et vos semblables reflètent chacune votre relation avec vous-même. Et la nature de cette relation dépendra principalement de vos anciennes relations d'enfant avec les adultes qui vous entouraient. La manière dont ces adultes réagissaient envers nous correspondent souvent à notre manière d'agir, positivement ou négativement. Pensez simplement aux termes que vous utilisez pour vous réprimander. Ne sont-ils pas ceux utilisés par vos parents lorsqu'ils vous grondaient? Quels mots utilisaient-ils pour vous exprimer leur satisfaction? Je mettrai ma main au feu que vous employez ces mêmes mots lorsque vous êtes content de vous. Peut-être n'ont-ils jamais exprimé une quelconque satisfaction envers vous. Par conséquent, vous ignorez comment être content de vous. Il est même possible que vous ne voyiez en vous rien qui mérite louange. Je ne veux pas blâmer nos parents car nous sommes tous victimes de victimes. En effet, comment auraient-ils pu nous enseigner ce qu'ils ignoraient? Sandra Ray, grande spécialiste du Rebirth, a mené des études très poussées sur les relations. Elle affirme que nos relations les plus importantes reflètent toutes celles que nous avons entretenues avec l'un de nos parents. Elle affirme en outre que nous ne réussirons jamais à créer les relations que nous désirons tant que nous ne serons pas libérés de ce premier lien parental. Nos relations nous renvoient notre image. Ce que nous attirons à nous reflète soit certaines de nos qualités, soit nos idées sur les relations. Ce concept s'applique aussi bien à un employeur, collègue, employé, ami, amant, époux qu'à un enfant. Ce que vous n'aimez pas chez ces personnes correspond à certains de vos propres comportements ou croyances. Ces individus composent votre entourage car leur manière d'être correspond à un prolongement de votre personnalité. Exercice. Les autres et moi. Pensez à quelqu'un qui vous déplaît. Décrivez 3 traits que vous n'aimez pas chez cette personne, que vous aimeriez qu'elle change. Maintenant, observez-vous conscieusement et demandez-vous « En quoi me ressemble-t-elle et lesquelles de mes actions sont-elles identiques aux siennes ?» Fermez les yeux et accordez-vous un certain temps de réflexion. Demandez-vous ensuite si vous désirez changer. Quand vous vous serez débarrassé de ces pensées et structures, ces personnes changeront d'elles-mêmes ou disparaîtront de votre entourage. Si votre patron ne semble jamais satisfait, observez-vous. Soit cela correspond aussi à l'un de vos traits de caractère, soit vous pensez « les patrons ne sont jamais contents ». Si vous avez un employé qui néglige ce que vous lui demandez, regardez à quel niveau vous agissez de même et débarrassez-vous de cette structure. Il serait trop simple de le renvoyer. Cela n'éliminerait pas votre structure. Si l'un de vos collègues refuse de coopérer et de s'intégrer à votre équipe, cherchez en vous la cause de cette situation. Quel niveau de votre personne refuse de coopérer? Si l'un de vos amis ne vous paraît pas digne de confiance, introspectez-vous. Comment se manifeste en vous ce trait de caractère? Quand ne tenez-vous pas vos promesses? Ou n'est-ce simplement qu'une croyance? Votre amant vous paraît froid et distant. Cherchez s'il existe en vous une croyance acquise par l'observation de vos parents qui vous pousse à croire que l'amour est un sentiment que l'on ne montre pas. L'attitude de votre conjoint vous agace et vous paraît insupportable. Consultez une fois encore les croyances originaires de votre enfance. L'un de vos parents avait-il des comportements agaçants? En avez-vous aussi? Si l'un de vos enfants vous irrite par certains de ces comportements, je parierais que vous les retrouverez chez vous. Les enfants apprennent en imitant les adultes qui les entourent. Débarrassez-vous donc de ces comportements et vous remarquerez qu'ils disparaîtront aussi chez vos enfants.
La seule manière de changer les autres consiste à préalablement opérer ce changement en soi. Modifiez vos structures et vous constaterez qu'ils changent aussi. Vos reproches resteront sans effet. Ils signifient uniquement que vous abandonnez votre pouvoir. Gardez ce pouvoir, car sans lui, nous n'évoluerons pas et demeurerons des victimes impuissantes. Comment attirer l'amour? L'amour survient au moment où nous l'attendons le moins, quand nous ne le recherchons pas. La chasse au partenaire ne permettra jamais de trouver l'âme sœur. Elle n'amènera que peine et déception. L'amour ne se situe jamais en dehors de nous, mais bien en notre fort intérieur. Ne demandez pas à l'amour de se manifester immédiatement. Il se peut que vous ne soyez pas prêt pour lui ou pas assez évolué pour attirer l'amour que vous désirez. Évitez de vous lier à quelqu'un dans le seul but de rompre votre solitude. Déterminez d'abord vos exigences. Quelle sorte d'amour recherchez-vous? Établissez une liste des qualités que vous souhaitez dans une relation. Développez ces qualités en vous et vous trouverez une personne les possédant. Vous pouvez aussi dépister les obstacles empêchant l'amour de se manifester en vous. Sont-ce des critiques, un sentiment de médiocrité, des exigences trop élevées, des fantasmes véhiculés par l'image des stars du cinéma, la peur de l'intimité, le sentiment de n'être pas digne d'amour? Soyez prêts à recevoir et à nourrir l'amour quand il se présentera. Préparez-lui un terrain favorable. Aimez et vous serez aimé. Soyez réceptifs et ouverts à l'amour. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je vis en harmonie avec mon entourage. Il existe en moi une inépuisable source d'amour. Je permets maintenant à cet amour de se manifester. Il remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience. Il me revient encore plus fort. Plus je donne et j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Sa quantité est infinie. Je me sens bien quand j'exprime cet amour qui reflète ma joie intérieure. Je m'aime, j'aime donc mon corps que je respecte. Je lui apporte amoureusement la nourriture dont il a besoin. Je le soigne et l'habille. Il me répond en manifestant son énergie et sa santé. Je m'aime. Je me trouve donc un logement confortable qui répond à mes besoins et où je me sens bien. J'en remplis les pièces d'un amour que ressentiront tous ceux qui y pénétreront, moi aussi. Je m'aime. J'exerce donc une profession qui fait appel à mes talents et à ma créativité. Je travaille avec et pour des personnes que j'aime et qui m'aiment. Je gagne l'argent dont j'ai besoin. Je m'aime, donc je pense et me comporte de telle sorte que l'amour que je donne me revienne encore plus fort, car je suis conscient de ce phénomène. Je n'attire à moi que des gens qui m'aiment, qui reflètent ma propre personne. Je m'aime. Par le pardon, je me dégage donc du passé et me sens libre. Je m'aime. Je vis donc pleinement le présent, appréciant chaque instant et sachant que mon avenir est lumineux, car je suis un enfant aimé de l'univers. Cet univers veille amoureusement et éternellement sur moi. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 11. Le travail. Tout ce que j'accomplis me rend heureux. Ne serait-ce pas votre plus grand désir que l'affirmation ci-dessus se réalise? Les pensées suivantes l'en ont probablement empêché. Ce travail m'exaspère. Je déteste mon patron. Je ne gagne pas assez. Mes collègues ne m'apprécient pas. Je ne m'entends pas avec mes collègues. Je ne sais pas ce que je veux faire. Il s'agit ici d'une manière de penser négative. Comment pourrait-elle vous permettre de trouver une situation intéressante? Cette manière d'aborder le problème va à l'encontre d'une solution satisfaisante. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous désirez changer de situation, si vous rencontrez des problèmes professionnels ou si vous recherchez un emploi, voici la meilleure manière de procéder. Commencez par bénir votre situation présente en prenant conscience qu'elle ne représente qu'une étape de votre chemin. Elle est la conséquence de vos structures de pensée. S'il ne vous traite pas comme vous le désirez, cela signifie que votre inconscient recèle une structure engendrant ce malaise.
Observez donc mentalement votre situation professionnelle, actuelle ou passée, et bénissez-la. Le lieu de travail, l'ascenseur ou les escaliers, le mobilier, l'équipement, les personnes avec et pour lesquelles vous travaillez, tous vos clients. Affirmez-vous, je travaille toujours pour des meilleurs patrons. Mon patron me traite toujours avec respect et courtoisie, et mon patron est agréable et généreux. Cette nouvelle structure vous suivra votre vie entière, et au cas où vous deviendrez patron, elle s'appliquera à votre personnalité. Un jeune homme appréhendait son nouvel emploi. Je lui ai dit, pourquoi ne seriez-vous pas un bon employé? Il est évident que vous vous en tirerez très bien. Ouvrez votre cœur pour laisser vos aptitudes s'exprimer. Bénissez votre lieu de travail, vos collègues, vos supérieurs et vos clients. Tout ira bien. Ce qu'il fit. Il n'obtint que des satisfactions. Si vous souhaitez quitter votre emploi, affirmez-vous que vous l'offrez avec amour à votre successeur, qui lui sera ravi de sa future place de travail. Sachez qu'il existe des personnes recherchant précisément ce que vous pouvez offrir et que la vie vous permettra en contact avec elles. Affirmation pour votre travail. Je suis pleinement réceptif et ouvert à un nouvel emploi qui fera appel à mes aptitudes, qui me permettra d'exprimer ma créativité et qui me rendra heureux. Je travaille avec et pour des personnes que j'aime, qui m'aiment et me respectent, dans un endroit agréable et pour un salaire convenable. Si un collègue vous cause des ennuis, bénissez-le et aimez-le chaque fois que vous pensez à lui. Chacun d'entre nous possède toutes les qualités propres à l'être humain. Nous pouvons tous devenir Hitler ou Mère Teresa. À nous de choisir. Si cette personne est critique, affirmez-vous qu'elle est pleine d'amour et de reconnaissance. Si elle manifeste un tempérament grincheux, affirmez-vous qu'elle est gaie et que sa compagnie est amusante. Si elle est cruelle, dites-vous qu'elle est gentille et attentionnée. Si vous ne voyez en elle que ses qualités, elle finira par vous les témoigner, quelle que soit son attitude envers les autres. Exemple. Il avait trouvé une place de pianiste dans un bar dont le patron était connu pour son mauvais caractère. Ses employés l'avaient surnommé Monsieur la Mort. Il vint me demander comment régler ce problème. Je lui répondis, tout le monde possède des qualités. Quelles que soient les réactions des autres, cela ne vous concerne pas. Chaque fois que vous pensez à cet homme, bénissez-le de votre amour. Affirmez-vous continuellement que vous avez toujours d'excellents patrons. Faites-le sans cesse. Il suivit mon conseil. Peu après, son patron le couvrit d'éloges et lui trouva du travail supplémentaire dans d'autres clubs. Les autres employés qui n'avaient pas changé leur comportement étaient toujours maltraités. Si vous aimez votre travail, mais que vous avez l'impression d'être mal payé, commencez par bénir votre salaire actuel. Le fait d'exprimer notre gratitude pour notre situation actuelle lui permet de s'améliorer. Affirmez-vous que la prospérité vous attend et qu'une partie de cette prospérité consistera en un salaire plus élevé. Dites-vous que vous méritez une augmentation car vous êtes utile à votre compagnie et que celle-ci désire partager ses gains avec vous. Travaillez toujours le mieux possible. Ainsi, l'univers saura que vous êtes prêt à gravir un échelon supplémentaire. Votre conscience vous place là où vous vous trouvez maintenant. Elle vous y maintiendra ou vous propulsera vers une situation meilleure. Cela dépend de vous. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Mes aptitudes, qui sont uniques, s'épanouissent et s'expriment pleinement. Elles m'apportent satisfaction et bonheur. Il y aura toujours quelqu'un de prêt à recevoir mes services. Je suis toujours demandée et peux ainsi choisir selon mes désirs. Je gagne bien ma vie grâce à un travail qui me plaît. Mon travail est une source de bonheur. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 12. Le succès. Toute expérience représente un succès. Que signifie le terme échec? Signifie-t-il que tout ne s'est pas déroulé comme vous le désiriez? Pourtant, la loi de l'expérience se révèle toujours parfaite. Nos actions concrétisent parfaitement nos pensées et croyances. Quelque chose vous a sans doute échappé, ou une pensée vous a affirmé que vous ne méritiez pas, ou n'étiez pas digne de vos aspirations.
Je vis le même phénomène en utilisant mon ordinateur. Si l'écran indique une erreur, elle vient toujours de moi. Elle signifie que j'ai désobéi à l'une des lois de cet appareil, que je dois simplement approfondir mes connaissances. Un dicton anglais donne cette recommandation. Si vous échouez à la première tentative, essayez. Essayez encore. Il confirme parfaitement ce que je viens d'écrire. Il ne s'agit donc pas de se punir et de recommencer comme auparavant, mais de reconnaître son erreur et d'essayer différemment, jusqu'à ce que l'on apprenne la manière correcte. Je suis persuadée que notre chemin doit nous mener de succès en succès. Dans le cas contraire, nous sommes en désaccord avec nos capacités ou nous ignorons notre succès ou ne nous croyons pas en lui. Nous échouerons aussi chaque fois que nous nous fixerons des objectifs trop élevés par rapport à notre situation présente et qui nous est impossible d'atteindre dans l'immédiat. Lorsqu'un enfant apprend à marcher ou à parler, nous le félicitons de ses moindres progrès. Cela lui fait plaisir et l'encourage à continuer. Vous encouragez-vous de la sorte quand vous apprenez quelque chose de nouveau? Ou vous rendez-vous la tâche encore plus ardue en vous persuadant que vous n'êtes que stupide et maladroit? Nombreux sont les acteurs estimant devoir connaître parfaitement le rôle dès la première répétition. Je suis obligée de leur rappeler qu'une répétition sert à apprendre, à corriger ses erreurs et à essayer de nouvelles interprétations. Seul un long travail nous permet d'intégrer ce qui est nouveau et de le rendre naturel. Lorsque vous voyez une personne exercer son métier, vous vous trouvez devant le résultat d'innombrables heures d'apprentissage et de répétition. N'agissez pas comme je le faisais auparavant. Je refusais d'essayer tout ce que j'ignorais, souvent par crainte de me ridiculariser. Tout apprentissage implique des erreurs et leur correction jusqu'à ce que notre inconscient soit capable de discerner le juste du faux. Peu importe que vous soyez longtemps considéré comme un incapable, dès maintenant, vous pouvez acquérir une nouvelle structure vous permettant le succès dans n'importe quel domaine. Le principe essentiel demeure toujours le même. Nous devons semer les germes du succès qui donneront une abondante récolte. Voici quelques affirmations entraînant le succès. L'intelligence divine m'apporte toutes les idées dont j'ai besoin. Je réussis tout ce que j'accomplis. La prospérité est pour tout le monde, moi y compris. Mes services sont toujours très demandés. J'acquiers une nouvelle conscience du succès. J'attire la prospérité divine. Mes résultats dépassent mes espérances. Je reçois toutes sortes de richesses. Des occasions inespérées se présentent à moi. Choisissez l'une de ces affirmations et répétez-la plusieurs fois par jour, puis une autre et procédez de même. Remplissez-en votre conscience. Ne vous préoccupez pas de la manière d'atteindre vos objectifs. Les événements s'en chargeront. Faites confiance à l'intelligence que vous possédez. Elle vous guidera. Chacune de vos actions mérite le succès. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je suis une partie de la puissance qui m'a créé. Je possède en moi tous les ingrédients du succès. J'autorise aujourd'hui la formule du succès à m'investir et à se manifester. Je réussirai tout ce que j'accomplirai. Chaque expérience m'apporte son enseignement. Je vais de succès en succès sur le chemin de la gloire. Chacune des étapes que je franchis transcende la précédente. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 13. La prospérité. Je mérite ce qu'il existe de mieux et je l'accepte. Vous désirez certainement que cette affirmation s'applique à vous. Par conséquent, vous ne faites vôtre aucune des idées suivantes. L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent est sale. L'argent véhicule le mal. Je suis pauvre mais honnête. Les riches sont des escrocs. Je ne veux pas perdre ma liberté pour de l'argent. Je ne trouverai jamais un emploi intéressant. Je ne m'enrichirai jamais. L'argent se dépense plus vite qu'il ne se gagne. Je suis toujours endetté. Les pauvres sont condamnés à rester pauvres. Mes parents étaient pauvres, je le serai aussi. Les artistes doivent lutter pour vivre. Seuls les gens malhonnêtes s'enrichissent.
Les autres passent toujours avant moi. Oh, je n'oserais pas demander aussi cher. Je ne suis pas capable de m'enrichir. Personne ne doit savoir ce que j'ai en banque. Ne prêtez jamais de l'argent. Un franc épargné est un franc gagné. Il faut économiser pour les coups durs. La crise économique nous guette. J'en veux aux autres d'être riches. On gagne de l'argent à la sueur de son front. Combien de ces idées sont-elles ancrées en vous? Espérez-vous vraiment atteindre la prospérité si vous croyez en elle? Elles résultent de vieux schémas de pensée limitative. Peut-être vous viennent-elles de votre famille. Les croyances familiales demeurent en nous tant que nous ne nous en débarrassons pas consciemment. Quelle que soit leur origine, elles devront quitter votre conscience si vous voulez accéder à la prospérité. Pour moi, la véritable richesse commence par le fait de se sentir bien dans sa peau. Il s'agit aussi de la liberté d'agir comme bon nous semble. Elle n'est pas proportionnelle à une somme d'argent, mais à un état d'esprit. La prospérité ou son absence sont l'expression extérieure des idées contenues dans notre tête. Le mérite. Si nous n'acceptons pas l'idée que nous méritons la prospérité, nous refusons toute forme d'abondance, même celle qui nous tomberait du ciel, comme dans l'exemple suivant. Un de mes étudiants travaillait à l'amélioration de sa situation financière. Un soir, il arriva au cours surexcité car il venait de gagner 500 $. Il ne cessait de répéter « Je ne peux pas y croire, je ne gagne jamais rien !» Nous savions que ces paroles reflétaient sa conscience. Il persistait dans le sentiment de ne pas mériter ce gain. La semaine suivante, il manqua le cours car il s'était cassé la jambe. La facture de son médecin s'éleva à 500 $. Il avait eu peur de s'engager sur le chemin nouveau pour lui de la prospérité. Sans sentant indigne, il s'était puni par cet accident. Nous donnons de la force à tout ce sur quoi nous nous concentrons. Évitez donc de vous concentrer sur vos factures. En vous concentrant sur vos dettes, vous ne contribuerez qu'à les augmenter. Les ressources de l'univers sont infinies. Commencez par en prendre conscience. Essayez de compter les étoiles d'un soir d'été, ou les grains de sable que peut contenir votre main, les feuilles d'un arbre, les gouttes d'eau qui frappent un carreau, les graines d'une tomate. Chacune d'elles est capable de produire un plant porteur d'une multitude de fruits. Soyez reconnaissants pour ce que vous possédez et vous verrez que vos possessions s'étendront. J'aime bénir tout ce qui compose ma vie. Ma maison, le chauffage, l'eau, la lumière, le téléphone, le mobilier, les appareils ménagers, mes habits, mes moyens de transport, mon travail, l'argent que je possède, mes amis, ma capacité de voir, sentir, goûter, toucher, marcher et d'apprécier la vie sur cette planète fantastique. Seule notre croyance en nos manques et limites nous empêche d'avancer. Par quelle croyance êtes-vous limité? Désirez-vous gagner de l'argent dans l'unique but d'aider les autres? C'est une manière de dire que vous ne comptez pas. Ne refusez plus la prospérité. Si un ami vous invite à partager un repas, acceptez avec joie. Cessez de croire que l'échange est nécessaire. Si l'on vous offre un cadeau, acceptez-le de bonne grâce. Et au cas où ce cadeau s'avérerait inutile, offrez-le plus loin. Permettez aux objets de circuler. Souriez et dites simplement merci. Ainsi l'univers saura que vous êtes prêt à recevoir. Créez un espace pour du nouveau. Créez un espace pour du nouveau. Videz votre réfrigérateur de tous les petits restes mal enveloppés qui y traînent. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre vos placards. Si vous n'avez pas utilisé un objet depuis un an, donnez-le, vendez-le ou jetez-le. Une armoire encombrée reflète un mental identique. En faisant le ménage, dites-vous, je fais le ménage dans mon esprit. L'univers adore ces actions symboliques. La première fois que l'on m'a affirmé que les richesses de l'univers sont à la portée de tous, j'ai trouvé ce concept ridicule. Je me disais, avec toute cette misère, sans compter la mienne. En outre, je m'énervais lorsque j'entendais « ta pauvreté n'est qu'une croyance ». Il me fallut plusieurs années pour comprendre et accepter que j'étais seule responsable de mon manque de prospérité. J'avais le sentiment de ne rien vouloir, de ne rien valoir, de ne rien mériter, qu'il m'était difficile de gagner de l'argent et que je n'avais ni talent ni capacité. Ce sentiment m'emprisonnait dans un système mental de manque. L'argent est ce qu'il y a de plus accessible.
Comment réagissez-vous à cette affirmation? Y croyez-vous? Vous met-elle en colère? Vous laisse-t-elle indifférent? Vous donne-t-elle envie de jeter ce livre par la fenêtre? Si l'une de ces réactions est la vôtre, tant mieux. Elle signifie que j'ai touché un point profondément enfoui en vous, là où vous résistez à la vérité. Voilà où vous devez travailler. Il est temps de vous ouvrir à votre capacité potentielle de recevoir l'argent et tous les autres biens. Aimez vos factures. Cessons de nous tourmenter à propos de nos factures et de l'argent qui nous manque. Nombreux sont ceux qui considèrent les factures comme une punition. En fait, une facture signifie votre possibilité de payer. Votre créancier part de l'idée que vous avez l'argent et qu'il vous offre ses services ou produits avant d'être payé. Je bénis chacune des factures que je reçois. Je bénis aussi et marque d'un petit baiser tous les chèques que j'écris. Si vous payez à contre-cœur, l'argent viendra difficilement à vous. En revanche, si vous le faites avec amour et joie, vous vous ouvrirez les portes de l'abondance. Traitez votre argent comme un ami et non comme des feuilles de papier que vous chiffonnez négligemment dans votre poche. Votre sécurité ne dépend pas de votre travail, ni de votre compte bancaire, de vos investissements, ni de votre famille. Votre sécurité repose sur votre aptitude à vous relier aux forces cosmiques, créatrices de toutes choses. J'aime à penser que la puissance qui s'exprime en moi est la même que celle qui me procure facilement et simplement ce dont j'ai besoin. L'univers est riche et abondant, et c'est notre droit de naissance de recevoir ce qui nous est nécessaire, à moins que nous ne choisissions de croire le contraire. Je bénis mon téléphone chaque fois que je l'utilise, et je m'affirme souvent qu'il ne m'apporte qu'amour et prospérité. J'agis de même avec ma boîte aux lettres. Grâce à cette attitude, elle renferme toujours des messages d'amour et d'abondance provenant de mes amis, de mes clients, sans oublier mes lecteurs. J'ouvre avec plaisir mes factures et remercie leur expéditeur de leur confiance. Je bénis ma porte d'entrée et sa sonnette, consciente que seul le bien franchit son seuil. J'attends de ma vie qu'elle soit belle et heureuse, et c'est ainsi qu'elle se révèle. Réjouissez-vous de la prospérité des autres. Ne freinez pas votre prospérité en étant jaloux de ceux qui possèdent plus que vous. Ne critiquez pas leur manière de dépenser, elle ne vous concerne pas. Chacun répond aux lois de sa propre conscience. Ne vous souciez que de vos propres pensées. Bénissez la fortune des autres et sachez que la terre produit assez pour tous. Êtes-vous avare? Êtes-vous hautain à l'égard de ceux qui effectuent de petits travaux? Ignorez-vous ostensiblement les porteurs ou les concierges? Essayez-vous d'économiser en achetant toujours au rabais? Commandez-vous constamment le menu le meilleur marché? Il existe une loi de l'offre et de la demande. La demande précède l'offre. L'argent vient là où il est nécessaire. Les plus pauvres trouvent pratiquement toujours de quoi offrir des funérailles décentes à leurs proches. La visualisation, un océan d'abondance. La conscience de votre prospérité ne dépend pas de vos avoirs. Seul l'inverse est vrai. Vous recevrez plus en acceptant ce principe. J'aime me visualiser sur une plage, debout face à un océan d'abondance, sachant que cette abondance est à ma portée. Regardez vos mains et voyez quel genre de récipient vous tenez. S'agit-il d'une cuillère à café, d'un gobelet troué, d'une tasse de papier, d'un verre, d'un pot, d'un seau, d'une baignoire ou d'un pipeline vous reliant à cet océan d'abondance? Regardez autour de vous. Vous rendrez compte qu'il y en a assez pour tous les autres, quel que soit leur nombre et le récipient qu'ils tiennent aussi en main. Vous ne pouvez pas les voler. Ils ne peuvent pas vous voler et vous ne risquez aucunement d'assécher cet océan. Votre récipient représente votre conscience et vous pouvez toujours le remplacer par un plus grand. Faites souvent cet exercice afin d'arriver à un sentiment d'expansion et de ressources infinies. Ouvrez les bras. Une fois par jour, je m'assieds et ouvre grand les bras en disant « Je suis ouverte et réceptive à tous les biens et richesses de l'univers ». Cet exercice m'apporte un sentiment d'expansion. L'univers ne m'offrira que ce que permet ma conscience, mais je peux toujours accroître sa capacité.
On pourrait la comparer à une banque cosmique. J'y effectue des versements mentaux en augmentant la conscience de mes capacités créatrices. La méditation, les thérapies, les affirmations sont des versements mentaux. Prenons donc l'habitude d'effectuer ces versements quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement de posséder plus d'argent, nous désirons aussi en profiter. Vous l'autoriserez-vous dans le négatif? Pourquoi? Vous avez le droit de consacrer une partie de ce que vous gagnez à votre plaisir. Vous êtes-vous fait plaisir récemment avec votre argent? Pourquoi pas? Quelle vieille croyance vous en empêche? Débarrassez-vous-en. Vous ne devez pas vous sentir obligé d'être sérieux dès qu'il s'agit d'argent. Remettons les choses à leur place. L'argent n'est qu'un moyen d'échange et rien de plus. Que feriez-vous et que posséderiez-vous si vous n'aviez pas besoin d'argent? Jerry Giles, qui a écrit L'amour de l'argent, l'un des meilleurs livres que je connaisse sur ce sujet, nous suggère de créer une amende de pauvreté. Chaque fois que nous émettons une pensée ou une parole négative à propos de notre situation financière, nous nous infligeons une amende que nous mettons de côté. À la fin de la semaine ou du mois, nous devons dépenser cet argent pour notre plaisir. Nous devons réviser nos jugements sur l'argent. Je me suis rendu compte qu'il est plus facile d'organiser un séminaire sur la sexualité que sur l'argent. Les gens se fâchent facilement lorsqu'on bouscule leurs idées sur ce sujet. Même ceux qui en ont un besoin urgent réagissent violemment quand j'essaye de changer leur manière de penser. Je désire changer. Je désire me défaire de mes anciennes croyances négatives. Nous devons parfois effectuer un travail considérable à l'aide de ces deux affirmations pour nous ouvrir les portes de la prospérité. Nous devons nous débarrasser de notre mentalité du revenu limité. N'imposez pas de limite à l'univers en vous fixant sur l'idée de n'avoir que tel salaire ou tel revenu. Ce revenu ou salaire n'est qu'un canal, il n'est pas votre source. Votre argent ne vient que d'une source, l'univers lui-même. Il existe un nombre infini de canaux auxquels nous devons nous ouvrir. Nous devons prendre conscience que les ressources peuvent venir de partout. C'est pourquoi, si nous trouvons une pièce de monnaie par terre, dans la rue, nous devons remercier la source. Cette pièce peut sembler dérisoire, mais de nouveaux canaux commencent à s'ouvrir. Je suis ouvert à de nouvelles sources de revenus. Je reçois maintenant ma subsistance de sources connues ou inattendues. Je suis un être illimité, acceptant une prospérité illimitée, provenant d'une source infinie. Réjouissez-vous des petits signes annonciateurs du changement. Pendant notre travail sur la prospérité, nous gagnerons toujours en proportion de ce que nous estimons mériter. Une femme, écrivain, travaillait à augmenter ses revenus. Une de ses nouvelles affirmations était « Je gagne bien ma vie comme écrivain ». 3 jours plus tard, elle se rendit dans un team room où elle prenait souvent son petit déjeuner. Elle s'installa à une table et étala quelques feuilles de papier. Quand le patron vint vers elle et lui dit « Vous êtes écrivain, n'est-ce pas ? Pourriez-vous écrire quelque chose pour moi ?» Il lui apporta alors quelques cartes sur lesquelles il lui demanda d'écrire le menu du jour. Il lui offrit un repas en échange de ce petit service. Ce fut l'un des premiers signes du changement de sa conscience. Par la suite, elle n'eut aucune difficulté à vendre ses écrits. Reconnaissez la prospérité. Commencez à reconnaître la prospérité partout et à vous en réjouir. Le révérend Ike, bien connu à New York, se rappelle qu'il se promenait autrefois, quand il était pauvre, le long des riches avenues et des bons restaurants, en s'affirmant à haute voix « Ceci est pour moi, ceci est pour moi ». Permettez aux belles demeures, aux magasins de luxe, aux banques et aux vitrines de toutes sortes de vous être agréables. Reconnaissez que tout cela fait partie de votre richesse et que vous augmentez votre conscience pour jouir de ces biens, si vous le désirez. Lorsque vous croisez des personnes très bien vêtues, pensez « N'est-il pas merveilleux qu'elles soient aussi riches ? Il y a largement assez pour chacun d'entre nous. » Nous ne désirons pas les biens des autres, nous désirons posséder nos propres biens. Et pourtant, rien ne nous appartient. Nous ne faisons qu'utiliser certains objets avant de les léguer à d'autres. Il arrive que certains d'entre eux demeurent dans une famille pendant plusieurs générations. Mais finalement, ils passeront plus loin. La vie comporte un rythme et un flux naturel.
Les choses vont et viennent. Je pense que lorsque quelque chose s'en va, ce n'est que pour laisser place à quelque chose de nouveau et de meilleur. Accepter les compliments. Tant de personnes souhaiteraient s'enrichir, cependant, elles refusent tout compliment. Je connais tellement d'acteurs qui rêvent de devenir stars, mais qui paradoxalement se récroquevillent au moindre compliment. Les compliments sont des cadeaux de la prospérité. Acceptez-les de bonne grâce. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'enseigna à sourire et à dire merci chaque fois que je recevais un compliment ou un présent. Ce conseil a enrichi ma vie. Retourner un compliment sera encore plus bénéfique. Notre interlocuteur aura aussi l'impression de recevoir un cadeau. Le bien peut ainsi circuler librement. Réjouissez-vous de la richesse que constitue chaque réveil, chaque nouvelle pensée, chaque journée. Soyez heureux de vivre, de jouir d'une bonne santé, d'avoir des amis, d'être créatif, d'être une manifestation du bonheur de vivre. Vivez en pleine conscience. Réjouissez-vous de votre processus de transformation. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je ne fais qu'avec la puissance qui m'a créé. Je suis entièrement ouvert et réceptif au flux de prospérité qu'offre l'univers. Mes besoins et mes désirs sont comblés avant même que je ne le souhaite. Je bénéficie de la protection et de la guidance divine. Mes choix se révèlent bons pour moi. Je me réjouis du succès des autres, sachant qu'il y a largement assez pour tous. J'augmente constamment ma conscience de l'abondance, qui se manifeste par un accroissement de mes richesses. Ma prospérité provient de tous et de partout. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 14. Le corps. J'écoute attentivement les messages de mon corps. Je suis persuadée que nous créons nous-mêmes toutes les prétendues maladies de notre corps. Celui-ci, comme tout dans notre vie, est le miroir de nos pensées et croyances. Notre corps nous parle sans cesse, pour autant que nous prenions la peine de l'écouter. Chacune de nos cellules réagit à chacune de nos pensées et paroles. Nos systèmes de pensée et d'expression engendrent nos comportements physiques, nos postures, notre bien-être et nos malaises. Un visage constamment renfrogné ne traduit pas d'heureuses pensées, pleines d'amour. L'expression et le corps des personnes âgées révèlent une vie de structure de pensée. À quoi ressemblerez-vous plus tard? J'ai inclus dans cette partie ma liste de structures mentales, probables, qui créent nos maladies physiques ainsi que les nouveaux schémas de pensée ou affirmations à utiliser pour créer les conditions de la santé. Afin que vous vous rendiez compte de la manière dont nous créons ces problèmes, j'ai ajouté une description de quelques maladies courantes. Les causes mentales ne sauraient s'appliquer à 100% chez tous, mais elles nous fournissent une première indication pour notre recherche des causes de la maladie. Les personnes exerçant les thérapies alternatives constatent que les causes mentales se vérifient dans 90 à 95 des cas. La tête représente notre personne. Elle constitue ce que nous montrons au monde. Généralement, les autres nous reconnaissent par elle. Souvent, un dysfonctionnement dans cette zone signifie que nous sentons un dysfonctionnement en nous-mêmes. La chevelure représente la force. Lorsque nous avons peur ou que nous sommes tendus, nous créons souvent des contractions qui partent des épaules et remontent le long de la tête, parfois jusqu'au tour des yeux. Chaque cheveu est implanté dans un follicule. Quand le cuir chevelu est soumis à de fortes tensions, ce follicule se comprime au point que le cheveu ne peut plus respirer. Il meurt et tombe. Si ces contractions et la tension du cuir chevelu persistent, le follicule demeurera trop serré pour permettre la pousse d'un nouveau cheveu. Il en résultera une calvitie. La calvitie féminine ne cesse d'augmenter depuis que les femmes travaillent dans le monde des affaires, avec toutes les tensions et frustrations que cela implique. Elle se remarque moins facilement que chez les hommes, car les perruques féminines sont d'une telle qualité qu'il est difficile de les distinguer d'une véritable chevelure.
En revanche, les toupets que portent les hommes se voient malheureusement beaucoup plus facilement. L'attention n'est pas un signe de force, mais au contraire de faiblesse. Être fort, c'est savoir vivre paisiblement, détendu et bien centré. Nous devrions nous relaxer beaucoup plus souvent et nombre d'entre nous devraient aussi détendre leur cuir chevelu. Essayez maintenant. Dites à votre cuir chevelu de se relaxer et sentez la différence. Si vous remarquez une détente sensible, je vous suggère d'effectuer cet exercice régulièrement. Les oreilles représentent notre capacité d'écoute. Un problème d'oreille signifie souvent que vous refusez d'entendre quelque chose. Une oreille douloureuse indique que ce que nous entendons nous met en colère. Les enfants souffrent souvent de maux d'oreille. Ils écoutent fréquemment à contre-cœur leurs parents. Les règles d'éducation les empêchent souvent d'exprimer leur colère. L'impuissance à laquelle ils sont réduits provoque des maux d'oreille. La surdité représente un refus durable d'écouter quelqu'un. Qui n'a jamais rencontré un de ces couples ou l'un des conjoints qui souffre d'une mauvaise oui, alors que l'autre l'arrose d'un incessant bavardage? Les yeux. Les yeux représentent notre capacité de voir. Les problèmes oculaires expriment souvent un refus de faire face à la vie ou à nous-mêmes. Chaque fois que je vois des enfants porteurs de lunettes, je sais qu'il existe en eux une situation négative qu'ils refusent de voir. S'ils se sentent impuissants face à cette situation, ils rendront leur vue floue, afin d'éviter de la regarder clairement. De nombreuses personnes ont guéri de manière spectaculaire en acceptant de fouiller leur passé et de se débarrasser d'une situation négative qu'elles refusaient de voir avant que leur vue ne se dégrade. Vous doutez-vous de ce qu'il se passe en ce moment? Que refusez-vous de voir? Le présent ou l'avenir? Si votre vue redevenait normale, que verriez-vous que vous ne voyez pas maintenant? Pouvez-vous voir ce que vous vous infligez? Que de questions intéressantes. Les maux de tête indiquent que vous vous dénigrez. Au prochain mal de tête, demandez-vous où et comment vous vous causez du tort. Pardonnez-vous, libérez-vous et votre mal de tête disparaîtra. Les migraines affligent les personnes qui s'imposent la perfection, s'infligeant par là même d'innombrables contraintes. Ces migraines révèlent une grande colère non exprimée. Les douleurs des sinus ressenties au niveau du visage et près du nez indiquent qu'une proche connaissance vous irrite ou pire, vous écrase. Nous oublions que nos frustrations créent ces situations. Par conséquent, nous abandonnons notre pouvoir en reportant la faute sur l'autre. Rien ni personne n'exerce de pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls maîtres de notre pensée. Nous créons nos expériences, notre réalité et tout ce qu'elle englobe. En offrant l'harmonie et la paix à notre mental, nous les donnons aussi à notre vie. Le cou et la gorge sont extrêmement intéressants par tout ce qu'ils dévoilent. Le cou représente la souplesse de notre pensée, notre capacité à comprendre d'autres points de vue que les nôtres. Des problèmes au niveau du cou indiquent souvent un manque d'ouverture d'esprit, des conceptions prisonnières de notre obstination. En voyant une personne engoncée dans un col rigide, je me l'imagine toujours hautaine et étroite d'esprit. Virginia Satir, éminente spécialiste de thérapie familiale, avoue avoir entrepris une recherche farfelue révélant 250 manières de faire la vaisselle, variant selon les personnes et les produits utilisés. Si nous nous obstinons à croire qu'il n'existe qu'une seule manière, nous nous fermons à la richesse de la vie. La gorge. Elle représente notre capacité à exprimer nos désirs, à demander ce que nous voulons, à dire « je suis », etc. Des maux de gorge prouvent souvent que nous nous refusons le droit d'agir selon nos désirs. Nous n'osons pas nous affirmer. Des maux de gorge révèlent toujours de la colère. Aggravés d'un rhume, ils indiquent une confusion mentale. Une laryngite signifie généralement que vous êtes trop fâché pour parler. La gorge constitue la zone où circule notre flux créatif. Si notre créativité se trouve étouffée, nous connaissons des problèmes de gorge. Nous connaissons tous des gens qui se dévouent
toute leur vie pour d'autres, sans jamais faire ce qu'ils désirent réellement. Ils cherchent constamment à plaire à leur mère, père, conjoint, partenaire, patron. Les angines et les problèmes de la thyroïde révèlent une créativité frustrée. Le centre énergétique, situé dans la gorge, le 5e chakra, est le lieu où s'effectuent les changements. Une forte activité se manifestera dans notre gorge si nous nous trouvons dans un processus de changement, encore plus si nous lui résistons. Prêtez attention à votre toux ou à celle des autres. Que vient-on de dire? À quoi réagissez-vous? Est-ce de la résistance, de l'obstination ou un changement s'opère-t-il? Je dirige un séminaire où j'utilise l'atout comme moyen de découverte de soi. Chaque fois qu'un participant tousse, je lui demande de se palper la gorge et de dire à haute voix « Je veux changer » ou « Je change ». Les bras représentent notre capacité à embrasser les expériences de la vie. Leur partie supérieure est liée à nos aptitudes, alors que l'avant-bras représente notre habileté. Nous stockons nos anciennes émotions dans nos articulations. Les coudes représentent notre capacité à changer de direction. Changez-vous facilement de direction dans votre vie ou êtes-vous bloqué par des vieilles émotions? Les mains. Elles saisissent, tiennent, pincent. Nous laissons les choses glisser entre nos doigts. Parfois, nous les tenons trop longtemps. Nos mains sont agiles, crispées, ouvertes, préhensiles. Nous réussissons ou nous échouons à nous prendre en main. Nous sommes main dans la main avec quelqu'un. Nous donnons un coup de main. Nous échangeons une poignée de main. Les mains peuvent être douces ou un ensemble d'articulations raidies par trop de cérébrilité ou encore déformées par la critique arthritique. Des mains crispées trahissent la crainte, crainte de perdre, crainte de n'avoir jamais assez, crainte qu'il partira si vous ne le retenez pas. Qui trop embrasse, mal étreint. Une étreinte trop forte fera fuir l'autre. Des mains refermées ne peuvent rien saisir de neuf. On obtient un sentiment d'ouverture et de relâchement en secouant vigoureusement les mains totalement détendues. Ce qui vous appartient ne peut vous être retiré. Alors, détendez-vous. Les doigts. Les doigts ont chacun une signification. Les problèmes qui y sont liés indiquent ce que vous devez détendre et éliminer. Si vous vous coupez l'index, il existe probablement au moment de l'incident de la crainte et de la colère concernant votre ego. Le pouce est lié au mental et représente l'inquiétude. L'index représente l'ego et la crainte. Le médius est lié à la sexualité et à la colère. Si vous vous trouvez en colère, tenez-vous le médius jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tenez-vous le médius droit si vous êtes fâché contre un homme, le gauche si vous l'êtes contre une femme. L'annulaire représente les unions et le chagrin. Le petit doigt, la famille et la simulation. Le dos. Le dos représente notre système de soutien. Les problèmes l'affectant signifient généralement que nous ressentons un manque de soutien. Nous pensons trop souvent n'être soutenus que par notre famille, notre conjoint ou notre travail. En réalité, l'univers entier, la vie même nous soutiennent. La partie supérieure du dos est liée au sentiment de manque de soutien. Mon mari, femme, amant, ami, patron ne me comprend pas ou ne m'appuie pas. Le milieu du dos concerne la culpabilité, tout ce qui se trouve derrière nous. N'osez-vous pas voir ce qui est derrière votre dos? Ou dissimulez-vous quelque chose? Sentez-vous comme la menace d'un couteau entre les omoplates? Avez-vous l'impression d'être au bout de vos forces? Votre situation financière est-elle très mauvaise? Vous faites-vous trop de soucis à son propos? Le cas échéant, votre dos vous fait probablement souffrir. Quel que soit le niveau de votre compte en banque, la crainte ou le manque d'argent peuvent aussi causer des douleurs dans cette zone. Tant de gens estiment que l'argent constitue ce qu'il y a de plus important au monde et que nous ne pourrions pas nous en passer. Ils se trompent lourdement.
il existe quelque chose de beaucoup plus important, indispensable à la vie. Notre respiration. Notre respiration est capitale. Pourtant, nous nous en soucions guère. Il suffit pourtant de l'interrompre pendant quelques minutes pour mourir. Si la puissance qui nous a créés nous a dotés d'un système respiratoire qui fonctionnera aussi longtemps que nous vivrons, pourquoi ne nous donnerait-elle pas les autres éléments nécessaires à la vie? Les poumons représentent notre aptitude à intégrer et à exprimer la vie. Les problèmes pulmonaires signifient généralement que la vie nous effraie ou que nous nous interdisons de vivre pleinement. Pendant des siècles, les femmes n'ont eu qu'une faible capacité pulmonaire car elles se considéraient comme des êtres humains inférieurs, à qui était refusé le droit d'occuper une place entière dans la société ou même le droit de vivre. Aujourd'hui, les choses changent. Les femmes reprennent leur place et elles respirent profondément, pleinement. J'aime voir les femmes pratiquer un sport. Les femmes ont toujours travaillé dans les champs, mais pour la première fois de l'histoire, elles participent aux compétitions sportives pour le plus grand bien de leur corps. Les emphysèmes, comme le tabagisme, trahissent un refus de la vie. Ils cachent un fort sentiment d'indignité. Les menaces ne couperont pas l'habitude de fumer. Il faut d'abord modifier les croyances profondes. Les seins représentent le principe maternel. Des problèmes au sein indiquent souvent que nous maternons une personne, un objet, voire une expérience. La maternité implique aussi que l'on permette à l'enfant de devenir adulte. Nous devons donc sentir le moment de laisser partir nos enfants. Trop les protéger les empêche de vivre leurs propres expériences. Parfois, notre tyrannie fausse complètement les situations. L'apparition d'un cancer dans cette zone révèle un profond ressentiment. Libérez-vous de votre crainte par la conscience que l'intelligence universelle nous habite. Tous. Le cœur. Le cœur représente évidemment l'amour alors que le sang est lié à la joie. Notre cœur pompe la joie dans notre corps. Si nous nous fermons à l'amour et à la joie, notre cœur se refroidit, se rétrécit et entrave la circulation sanguine. Le terrain devient alors propice à l'anémie, à l'angine de poitrine et aux attaques. Ce n'est pas notre cœur qui nous attaque, c'est nous qui, omnibilés par notre petite histoire que nous créons nous-mêmes, lui retirons toute joie. Il finit littéralement par se briser de douleur. Les infarctus ne terrassent jamais les gens joyeux. Si on ne s'ouvre pas à la joie après une première crise, on crée les conditions pour en subir une seconde. Un cœur d'or, un cœur de pierre, le cœur ouvert, le cœur sur la main, sans cœur. Comment vous situez-vous? L'estomac. L'estomac digère les nouvelles idées et expériences. Qui ne pouvez-vous avaler? Que ne pouvez-vous digérer? Par quoi votre estomac est-il noué? Des problèmes gastriques signifient généralement que nous sommes incapables d'assimiler de nouvelles expériences. Nous avons peur. Nombre d'entre nous se souviennent du temps où dans les avions, il y avait devant chaque siège un sac pour vomir. Les pauvres hôtesses couraient pour en débarrasser les nombreux voyageurs qui les avaient utilisés. Aujourd'hui, ce phénomène a pratiquement disparu, car nous avons assimilé l'idée du voyage aérien. Les ulcères résultent de la crainte terrible de n'être pas assez bien. Nous craignons de ne pas paraître à la hauteur face à notre patron, face à un parent. Nous ne pouvons digérer qui nous sommes. Nous nous déchirons les entrailles à force d'essayer de plaire aux autres. Peu importe notre situation sociale, nous nous tenons en très basse estime. Nous craignons qu'ils se rendent compte à quel point nous sommes mauvais. Ici, l'amour apporte la réponse. Les gens qui s'aiment et s'approuvent ne souffrent jamais d'ulcères. Soyez gentils et aimez l'enfant qui vous habite. Encouragez-le et donnez-lui ce qui vous a manqué pendant votre enfance. Les organes génitaux représentent la partie la plus féminine d'une femme, sa féminité, la partie la plus masculine d'un homme, sa virilité. Notre principe masculin
ou notre principe féminin. Si nous nous sentons mal à l'aise en tant qu'homme ou en tant que femme, si nous refusons notre sexualité, si nous considérons cette partie de notre être comme sale ou vile, nous créerons des problèmes dans la zone génitale. Je n'ai rencontré que peu de familles où l'on osait appeler par leur nom les organes génitaux et leurs fonctions. Nous avons tous entendu des appellations pudiques, des euphémismes. Vous souvenez-vous de ceux utilisés par votre entourage? Ils étaient peut-être anodins ou au contraire, ils vous donnaient l'impression que vos organes étaient sales et dégoûtants. Nous avons tous grandi dans l'idée que cette zone est pour le moins problématique. Je pense que la révolution sexuelle que nous avons connue fut assez positive. Elle nous a permis de nous détacher de l'hypocrisie victorienne. Connaître plusieurs partenaires, ne serait-ce parfois que pour une nuit, ne constitue plus un péché. Le mariage a perdu son caractère contraignant et nous pouvons maintenant découvrir ouvertement la liberté et le plaisir physique. Cependant, peu d'entre nous ont songé à régler le problème que Rosa Lamont, fondatrice du Self Communication Institute, nomme le Dieu de maman. L'image de Dieu que votre mère vous a communiquée durant votre enfance se trouve encore dans votre subconscient, à moins que vous ne vous en soyez débarrassé pour un travail conscient. Ce Dieu est-il sévère, punisseur? Que pensait-il de la sexualité? Si nous portons toujours en nous cette culpabilité envers notre sexualité et notre corps, nous nous punirons certainement. Les problèmes affectent la vessie, l'anus, le vagin, la prostate et le pénis, se localisent tous dans la même zone. Ils ont pour origine nos croyances erronées en ce qui concerne notre corps et ses fonctions. Chacun de nos organes est une magnifique expression de la vie, caractérisée par sa propre fonction. Nous ne considérons jamais notre foie ou nos yeux comme sales ou porteurs de péché. Pourquoi donc traiterions ainsi nos organes génitaux? Notre anus n'est pas moins beau qu'une oreille. Sans lui, il nous serait impossible d'évacuer ce dont notre corps n'a plus besoin et nous mourrions empoisonnés. Chaque partie, chaque fonction de notre corps est normale, parfaite, naturelle et magnifique. Je demande à mes clients qui souffrent de problèmes sexuels de me parler avec amour de leur rectum, vagin ou pénis, en appréciant leur fonction et leur beauté. Si ce passage vous dérange, demandez-vous pourquoi. Qui vous a dit de dénigrer une partie de votre corps? Certainement pas Dieu. Nos organes sexuels sont la partie la plus agréable de notre corps, celle qui nous procure le plaisir. Le nier revient à se punir et à souffrir. La sexualité est plus que normale, elle est magnifique. Avoir des rapports sexuels constitue une activité aussi normale que respirer ou manger. Essayez juste un instant de visualiser l'immensité de l'univers. Elle dépasse notre entendement. Même les savants équipés des instruments les plus perfectionnés ne peuvent la mesurer. Cet univers contient de nombreuses galaxies. Dans l'une de ces galaxies brille un petit soleil autour duquel gravitent des boules grosses comme des têtes d'épingle. L'une d'elles se nomme la Terre. J'ai beaucoup de peine à croire que la formidable intelligence qui a créé tout cet univers n'est qu'un vieil homme barbu, assis sur un nuage, surveillant mes organes génitaux. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent ainsi. Il est vital que nous nous débarrassions de ces idées stupides et archaïques qui ne nous apportent rien de bon. Notre conception religieuse doit être celle d'un Dieu qui vit avec nous et non contre nous. En matière de religion, le choix ne manque pas. Si la vôtre vous affirme que vous êtes une créature inférieure, que vous vivez dans le péché, optez pour une autre. Je ne prêche pas en faveur d'une sexualité débridée. J'aimerais simplement souligner que certaines de nos règles sont insensées, qu'elles conduisent à la désobéissance et à l'hypocrisie. Les individus libérés de leur culpabilité sexuelle, s'aimant et se respectant eux-mêmes, aiment et respectent aussi les autres pour le plus grand bonheur de chacun. La plupart de nos problèmes sexuels proviennent du dégoût et de la haine que nous éprouvons et que nous projetons sur nous-mêmes et sur les autres. Enseigner aux enfants les seuls fonctionnements mécaniques de la sexualité ne suffit pas. Nous devons les amener à aimer leur corps, leur appareil génital et leur sexualité.
Je crois fermement que les personnes bien dans leur peau ne nuisent pas aux autres ni à elles-mêmes. Je constate que la plupart des problèmes de vessie proviennent de contrariétés, souvent originaires de la relation avec le partenaire. Un aspect de notre féminité ou de notre virilité nous contrarie. Les femmes connaissent plus de problèmes de la vessie que les hommes car elles taisent habituellement leur douleur. Une vaginite survient souvent après une blessure de la pensée romantique causée par le partenaire. Les problèmes de la prostate sont généralement liés à l'image que les hommes se font d'eux-mêmes et à l'idée de perdre leur virilité en vieillissant. À l'impuissance s'ajoute la crainte. Elle provient parfois de la rancune ressentie envers une ancienne partenaire. La frigidité provient de la crainte et de la croyance selon laquelle jouir de son corps constitue un péché. Le dégoût de soi-même la provoque aussi. De plus, l'indifférence d'un partenaire risque de l'aggraver. Le syndrome prémenstruel, atteignant aujourd'hui des proportions endémiques, est dû en grande partie à la publicité. Les réclames véhiculent constamment l'idée négative que le corps de la femme doit être touché, poudré, recouvert de crème afin de le rendre ne serait-ce qu'acceptable. Cela en même temps que la femme est censée se libérer. Ce phénomène contradictoire, combiné à une consommation de sucre souvent excessive, crée un champ favorable pour le syndrome prémenstruel. Toutes les fonctions féminines, y compris la menstruation et la ménopause, sont absolument naturelles et doivent s'accepter comme telles. Notre corps est magnifique, admirable et magique. Je suis persuadée que les maladies vénériennes proviennent presque toutes de la culpabilité ressentie face à la sexualité. Elles proviennent du sentiment, souvent inconscient, que nous exprimer sexuellement est un péché. Le porteur d'une maladie vénérienne la transmettra surtout à ceux de ses partenaires dont le mental et le système immunitaire sont déficients. Outre les maladies traditionnelles, une forte augmentation de l'herpès s'est manifestée. Cette maladie frappe à intervalles réguliers pour nous punir car nous le méritons. L'herpès survient fréquemment en même temps que des problèmes émotionnels et nous apprend souvent beaucoup sur nous-mêmes. Appliquons maintenant cette théorie à la communauté homosexuelle. Les homosexuels connaissent les mêmes problèmes que tout le monde, mais exacerbés par le doigt accusateur que la société pointe sur eux. Même leurs parents acceptent difficilement leur état. Quelle lourde charge pèse sur leurs épaules. Par conséquent, les homosexuels ont créé le sida, maladie beaucoup plus effrayante que l'herpès, puisqu'elle est mortelle. Dans notre société, de nombreuses femmes appréhendent de vieillir en raison du système de pensée qui glorifie la jeunesse. Pour les hommes, quelques cheveux gris ne représentent aucun handicap, bien au contraire. Un homme d'un certain âge jouit souvent de davantage de considération et attire plus l'attention. Les homosexuels ne sont guère favorisés par ce phénomène car ils se sont créés une culture fortement axée sur la jeunesse et la beauté. Bien que tout individu soit jeune au début de sa vie, rares sont ceux qui correspondent aux critères de la beauté idéale. Notre civilisation attache une telle importance à l'apparence physique d'une personne qu'elle en oublie les sentiments. Si vous n'êtes ni jeune ni beau, on ne vous regardera pas. La personnalité ne compte pas, seul le corps compte. Cette conception est une honte pour notre culture. De nombreux homosexuels redoutent de vieillir en raison de l'importance que leur milieu attache à la beauté plastique. Mourir semble plus facile que vieillir. Le sida confirme cet état d'esprit terriblement négatif. Trop d'homosexuels pensent qu'ils ne seront plus désirables une fois âgés. C'est pourquoi un grand nombre d'entre eux vit de manière autodestructrice. Certaines conceptions et attitudes appartenant à la culture gay, sexualité débridée, jugement critique permanent, refus d'une véritable intimité, sont monstrueuses. Et le sida est une maladie monstrueuse. Ce type de comportement ne créera qu'une profonde culpabilité. Loin de moi l'idée de provoquer ce sentiment chez qui que ce soit.
mais nous devons changer ce qui doit l'être, afin que tous puissent jouir du respect et du bonheur. Il y a 50 ans, les homosexuels se cachaient, ils craignaient beaucoup moins de s'affirmer à notre époque. Je regrette que leur style de vie engendre tant de souffrances chez beaucoup d'entre eux. Si le regard des hétérosexuels sur les homosexuels est souvent terriblement sévère, que penser de celui de certains homosexuels sur leurs semblables? Traditionnellement, les hommes ont toujours connu plus de partenaires que les femmes. Et quand les hommes commencent à s'aimer entre eux, les occasions se multiplient encore. Pourquoi pas? Mais veillons à ne pas utiliser notre sexualité à tort. Certains hommes aiment avoir de nombreuses partenaires, avant tout pour satisfaire leurs besoins narcissiques. Je ne pense pas qu'il soit mal de connaître beaucoup de partenaires, et je ne condamne pas un usage très prudent de certains stimulants comme l'alcool. En revanche, si nous nous étourdissons tous les soirs et si nous avons besoin de nombreux partenaires quotidiens dans le seul but de prouver notre valeur, nous ne pourrons évoluer positivement. Nous devrons donc modifier notre système de pensée. Le temps est maintenant venu de guérir et non de condamner. Nous devons transgresser les limites du passé. Nous sommes tous des expressions divines et merveilleuses de la vie. Exprimons-les dès aujourd'hui. Le côlon représente notre aptitude à éliminer, à nous débarrasser de l'inutile. Le corps, qui participe au rythme et au flux parfait de l'univers, exige un équilibre entre l'assimilation et l'élimination. Seules nos craintes entravent l'élimination des éléments du passé. Même si les gens constipés ne sont pas réellement avares, ils ont souvent tendance à croire qu'ils subissent des manques. Ils s'accrochent à d'anciennes relations négatives. Ils refusent de jeter leurs vieux habits, pensant les utiliser éventuellement plus tard.